Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smartech. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine dédiée à l'innovation et aussi aux enjeux du numérique. Alors on va commencer avec ce qui fait l'événement aujourd'hui, c'est la conférence Apple WWDC pour Worldwide Conference, Developers Conference. Et je recevrai, alors on sera connecté puisqu'il est à Brest, avec un étudiant qui a eu la chance de participer à cette WWDC en physique, alors que cette année elle sera évidemment entièrement virtuelle. C'est un moment important puisque c'est là aussi qu'on va découvrir ce qui va arriver dans les iPhones, les iPads, les montres connectées, mais aussi les Mac, et donc ce qui peut changer sensiblement nos usages numériques au quotidien. Donc ce sera l'interview de Sylvain Guillet, étudiant à l'École nationale des ingénieurs de Brest. Dans quelques instants, vous verrez, il est aussi lauréat d'un concours mondial de développement. Et puis au cœur de cette émission, on va se poser des questions, s'intéresser au télétravail. Questions sur le télétravail, ben oui, parce que c'est parti pour durer, visiblement pour s'installer dans la continuité. Alors comment bien ou mieux télétravailler à distance ou en mode hybride? Je poserai la question à des spécialistes. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber pour prendre des nouvelles de l'actualité du piratage. Avant de conclure par notre opération Tech contre Covid, avec deux innovations qui permettent de repenser les gestes barrières. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Alors cette Worldwide Conference, Developer Conference, eh bien, elle démarre aujourd'hui, ce soir précisément, avec une keynote. On va voir ce qu'en attendent les codeurs, tous ceux qui développent cette communauté de développeurs autour de l'univers d'Apple. On va le voir tout de suite avec Sylvain Guillet. Bonjour. Je précise que j'ai dit que vous étiez étudiant, je précise que vous avez 22 ans et donc vous suivez des études, vous êtes en dernière année à l'École nationale des ingénieurs de Brest. Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à cet écosystème Apple et avoir envie de développer vos premières applications? Eh bien, tout ça a commencé en 2017 où j'avais pu acheter un Mac. À ce moment-là, c'était une idée que j'avais déjà en tête depuis quelques années, depuis même au lycée, où je voulais me lancer dans le développement pour l'écosystème d'Apple, et j'ai décidé à ce moment-là de franchir le pas en suivant différentes formations, tutoriels ou vidéos qu'on peut avoir donc sur Internet gratuitement. Et par la suite, c'est dans une idée de toujours quand dire, franchir une étape et vouloir m'investir encore plus dans ce projet-là qui a pour but d'en faire mon métier, où j'ai décidé de développer des applications après par la suite sur mon temps libre moi-même, et ensuite de faire mes stages dans le développement pour l'écosystème d'Apple. A priori, vous avez bien trouvé votre voie, hein, puisque en 2019, vous décidez de participer donc, au concours organisé à l'occasion de la WWDC, Scholarship qu'Apple organise chaque année et qui récompense 350 étudiants dans le monde. Et vous en sortez plutôt pas mal, vous gagnez ce concours avec le développement d'une mini-application qu'on doit réussir à coder en quoi? En à peine une semaine, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est entre une et 2 semaines, c'est environ 10 jours de mémoire. Et donc oui, les règles, c'est en fait d'être créatif et de réaliser une mini expérience, une mini application qui s'exécute, enfin qui lance, qui fonctionne sur le Mac. Et à partir de là, on est livré à nous-mêmes, et c'est à nous d'avoir une idée qui puisse plaire aux équipes d'Apple. Et alors, quelle était votre idée à l'époque? Eh bien alors, pour la première année en 2019, j'ai réalisé une application qui s'appelle Watchmaker. En fait, le but, c'est de créer sa montre personnalisée à l'effigie de la conférence. C'était une idée qui m'est venue naturellement parce que je suis aussi passionné de montres mécaniques, et je voulais en fait faire un projet qui soit en rapport, on va dire, avec moi et une de mes passions. Et donc, j'ai fait ce projet-là. Et alors, à la suite de ce concours, vous avez le droit, à ce moment-là, de participer physiquement, c'est-à-dire vous rendre à Cupertino pour assister à la WWDC 2019. Comment ça se passe? Comment vous l'avez vécu? Racontez-nous les coulisses de cette conférence. Euh, eh bien, en fait, on a été donc invité pour une semaine. En tant que, on va dire, boursier, on va dire, des petits passe-droits où, par exemple, lors de la conférence, on a les sièges qui sont sur les centrales qui nous sont réservés. Donc, c'est plus ou moins la meilleure vue possible. On est juste derrière les employés d'Apple. Ensuite, par exemple, sur place, on a une pièce spéciale qui nous est réservée. On peut se retrouver tous les étudiants, tous les lauréats entre nous.
C'est une semaine qui est très, on va dire, très intense parce qu'il y a des activités qui ont lieu toute la journée, que ça soit heu, de 8h, on va dire, à 18h ou par exemple le lundi, donc il y a la keynote qui aura lieu ce soir. Et ensuite, les autres jours de la semaine, il y a des petits, on appelle ça des labs, donc des labos où on peut directement rencontrer les équipes d'ingénierie de chez Apple qui développent les outils sur lesquels on travaille. Donc, ce sont les personnes les plus à même de nous répondre sur les différentes questions qu'on peut avoir au fil de l'année lorsqu'on développe nos applications. Alors moi, j'ai pas eu la chance encore d'aller à Cupertino, mais j'ai suivi les conférences Apple à distance, les WWDC. À chaque fois, c'est une ambiance de folie. C'est une vraie communauté de fans. C'est pas juste des développeurs qui viennent prendre quelques tuyaux sur des nouveaux systèmes d'exploitation. On est dans une communauté de fans. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi? Oui, c'est vraiment encore plus, encore une fois, pour les étudiants avec lesquels j'ai passé ma semaine, où c'est vraiment des passionnés, où les discussions tournent souvent autour de ça, et chaque personne a comment dire, une expérience différente et singulière sur la programmation avec l'écosystème d'Apple. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on arrive à apprendre de chacun, de l'expérience de chacun vis-à-vis de la programmation pour l'écosystème Apple. C'est quoi? C'est 30 millions de développeurs sous macOS, iOS dans le monde, c'est ça? Je n'ai plus en tête les chiffres exacts, mais oui, ça va être quelque chose de cet ordre-là, je pense, ouais. Et alors, vous avez l'impression d'en faire partie aujourd'hui. Et je vais vous poser quand même cette question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être enfermé dans un écosystème? Parce qu'on sait que l'écosystème d'Apple est un monde clos. Mmh. Hem, alors ça, c'est une vision tout à fait personnelle, mais j'ai l'impression que justement Apple a tendance à s'ouvrir, d'autant plus depuis qu'il y a eu le changement de PDG il y a quelques années. C'est une tendance que je trouve qu'Apple, ouais, a tendance à s'ouvrir et à être de plus en plus, disponible facilement et à être disponible sur les autres plateformes. Hem, Après, c'est aussi des avantages d'un côté parce que oui, Apple reste quand même fermé, mais ça a des avantages, par exemple, pour les développeurs où il y a plus de facilité lorsqu'on va développer une application que de se conformer, par exemple, à la multitude de tailles d'écran différentes ou autres en fonction des appareils qu'on peut avoir sur différents systèmes, par exemple. Ouais, c'est-à-dire que vous pouvez vous hyper spécialiser finalement et gagner en efficacité. Alors moi, je voulais savoir aussi ce qu'attendaient les codeurs, les développeurs comme vous de cette WWDC 2021. Euh, D'être surpris, comme ce qui a été le cas les différentes années, il y a toujours plus ou moins une surprise que personne n'attendait. Ensuite, des mises à jour, des librairies qui sont déjà existantes, c'est-à-dire pour améliorer notre travail, que cela soit plus facile. Mais généralement, on est rarement déçu d'Apple lorsqu'il s'agit de la conférence des développeurs et surtout qu'on pense que cette année sera on va dire une grosse année, une bonne cuvée, comme on peut dire. Pourquoi? Parce que vous attendez donc des mises à jour importantes du côté d'iOS, du côté de watchOS. Des mises à jour côté logiciel, oui, puis on a vu des rumeurs, on espère aussi avoir peut-être des nouveautés côté matériel, donc c'est pour cet ensemble qu'on est excité. Et on entend aussi parler d'une présentation qui aurait lieu autour d'Apple Music ce soir. Oui, il me semble que cela est sorti hier sur les réseaux où il y aurait Oui. un concert qui aurait lieu juste après la conférence. Pas plus d'informations alors pour l'instant. Non, même physiquement en 2019, parce qu'en fait, historiquement, il y a un concert qui a lieu, si je ne me trompe pas, c'est le mercredi de chaque année. Et il me semble que le groupe est révélé seulement la veille ou le matin même. Donc, pas étonnant de la part d'Apple de ne pas en savoir plus pour l'instant. Bon, et comment vous vous voyez, comment vous vous projetez dans l'avenir de cet écosystème Apple qui communique beaucoup aujourd'hui autour de la confidentialité des données, de la vie privée? Est-ce que ça vous semble un argument qui va orienter la stratégie d'Apple demain? Oui, je pense. Euh, je penserais clairement que c'est quelque chose c'est peut-être un point clé pour Apple dans le futur parce que c'est ce qui permet aussi de leur démarquer vis-à-vis des autres marques et des concurrents et ils communiquent très fortement là-dessus. Chaque année, ils essayent d'améliorer les fonctionnalités quant à la confidentialité des données
vis-à-vis de l'utilisateur. Donc oui, je pense qu'Apple va continuer sur ce créneau-là et continuer à communiquer là-dessus. Et d'ailleurs, je crois savoir que vous faites partie des gagnants de la Swift Student Challenge. Donc, c'est un concours mondial de développement qui est organisé par Apple chaque année et que vous avez misé justement sur la vie privée pour ce développement. Oui, tout à fait. Donc cette année, j'ai réalisé un projet qui s'appelait Memojimizer, où en fait le but de ce projet était de rendre anonymes des photos, ces photos personnelles, où l'application en fait permettait d'arriver à reconnaître toute seule les différentes têtes qui sont sur la photo et à les remplacer par des Memojis. Ce sont des petits avatars interactifs que l'on a sur les appareils Apple. Et ensuite, à la fin, l'application générait donc une photo qui était anonymisée. Et on avait en fait une photo qui avait un cadre autour, un petit cadre de type Polaroid, avec un texte qui est à l'effigie donc de la conférence de cette année. Eh ben, félicitations Sylvain Guillet, merci beaucoup pour votre témoignage, j'imagine votre impatience pour les infos de ce soir et la keynote donc, de cette WWDC Apple 2021. Alors c'est l'heure maintenant de notre talk, on va parler du télétravail et on va voir quelles sont les bonnes pratiques avec des spécialistes. Alors le télétravail visiblement est parti pour s'installer durablement. On en parle avec Florence Ropion, vice-présidente des ventes, membre du comité de direction de Dell Technologies France. On peut préciser peut-être qu'aujourd'hui, plus de 90% des 165 000 employés télétravaillent chez Dell aujourd'hui ou travaillent à distance. Avec nous également Vincent Mendes, président d'Aster, une solution française de pilotage de réunions hybrides qui crée des comptes rendus synthétiques et assure le suivi d'avancées de projets de réunion en réunion. Microsoft l'a récemment intégré dans son écran de réunion de visioconférence Teams. Et vous êtes, je précise aussi, l'auteur de l'ouvrage Les 7 commandements du manager pour des équipes efficaces, engagées et alignées, même à distance. Ce sera à paraître en septembre aux éditions Duno. Bonjour à tous les deux. Florence Ropion, je disais que le télétravail était parti pour durer. Est-ce que c'est votre opinion, votre conviction également ? Oui, c'est complètement notre conviction, puisque pour nous, on va rentrer dans un monde hybride où on va à la fois continuer le télétravail qui a apporté bon nombre de bénéfices, à la fois pour les collaborateurs comme pour les entreprises. Et on pense, comme beaucoup, qu'on rentre dans un nouveau monde du travail hybride. Donc hybride, c'est-à-dire un mix entre de la présence au bureau et du télétravail. Et en quoi ce serait une opportunité pour les entreprises ? Parce qu'on peut concevoir effectivement pour les salariés que ce soit un confort supplémentaire de pouvoir, à l'occasion, rester chez soi, travailler à distance. Et puis d'autres fois, prendre le plaisir de retrouver ses collègues au bureau. Mais pour l'entreprise, en quoi c'est une opportunité ? Et pourquoi on aurait intérêt à l'installer économiquement ? Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est le bien-être des collaborateurs. Je pense que c'est important dans une entreprise de travailler la diversité qui est source de performance. Et cette diversité, elle est attractive, elle est intéressante parce qu'elle va nous permettre d'accueillir des talents qui vont justement pouvoir travailler sur, avoir des vies privées et professionnelles, comme vous me l'avez souligné, plus équilibrées. On va travailler la diversité parce que ça va être un axe de performance pour l'entreprise et pour les valeurs de l'entreprise. La deuxième chose, c'est-à-dire qu'on peut récupérer davantage de talents en mettant en place ces modes de travail hybrides. Absolument. C'est un vecteur de talent, un vecteur d'accélérateur. Alors, mais ça veut dire que ça engage quand même Vincent Mendes de revoir son organisation dans l'entreprise. Hein. Oui. Alors je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Florence. L'organisation du travail, elle a évolué. Effectivement, ça va rester. Il y a une analogie qui est un peu contre-intuitive, c'est qu'on se dit que il y a un an, les restaurants, les terrasses sont fermées, on est passé en télétravail, maintenant les terrasses rouvrent, on va tous revenir au bureau. Non, ça va pas être la même chose. Ouais. L'hybride va bien persister pour des raisons effectivement de bien-être au travail, pour des raisons peut-être parfois aussi environnementales, économiques, les bureaux qui peuvent se diminuer en termes de surface, etc. Donc toutes ces raisons-là font que le mode hybride va persister. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on est plus efficace ? Comment est-ce qu'on fait des réunions ? Comment est-ce qu'on manage une équipe à distance ? Comment est-ce qu'on maintient le lien ? Comment est-ce qu'on reste aligné
alors qu'on peut plus se voir, qu'il n'y a plus ces petites discussions informelles à la machine à café, où on se passe de l'info informelle très importante en fait pour la dynamique d'équipe, mais aussi l'efficacité de son équipe. C'est autant de sujets en fait qui doivent être appréhendés par l'entreprise au niveau global et puis par les managers au niveau de leur équipe. Ouais. Et alors, je dirais qu'il y a deux problématiques finalement. Il y a effectivement cette partie managériale et alignement avec la stratégie de l'entreprise voilà, qu'il va falloir organiser, travailler, mais il y a aussi l'appropriation des nouveaux outils numériques. Oui. Oui, parce que c'est exactement ça. Il y a deux leviers, le digital, le managérial. Le digital, c'est censé apporter de l'efficacité, de l'agilité, toutes ces choses-là. Dans les faits, on sait aussi que c'est un facteur de déconcentration. On a des notifications dans tous les sens constamment, impossible de rester concentré. On sait que les réunions à distance, hyper dur de rester impliqué, engagé dans ces réunions, de pouvoir y passer un temps peut-être un peu plus restreint pour pouvoir travailler en dehors de ces réunions, parce que là, je pense que si je dis que beaucoup de personnes terminent leur réunion à 18-19 heures et qu'après, il faut qu'elles prennent 2 heures pour enfin travailler, bon, c'est plus possible. Donc effectivement, l'appropriation des outils, c'est un sujet, et effectivement, toute la pratique managériale qui va autour, c'en est un deuxième, et les deux vont de pair dans des grandes entreprises comme Dell ou comme d'autres. L'alliance de la DSI et de la DRH, de ces deux facettes-là, ça doit marcher ensemble, quoi. Oui, alors quand on est une entreprise du numérique, on sait quelle a été la difficulté de mettre la population à l'informatique. Ça a été une vraie révolution du travail aussi, l'arrivée des ordinateurs sur tous les bureaux des collaborateurs. Là, il y a une deuxième révolution qui s'engage, c'est celle des outils de travail collaboratif. Oui, absolument. Les outils de travail collaboratifs comme ceux de M. Comme Aster, oui. Voilà, exactement. Comme d'autres qui sont au cœur de nos journées, au cœur de notre nouveau... Ça veut dire que ça change le métier aussi du fournisseur de matériel et de solutions numériques ? Oui, parce que de plus en plus, on va intégrer des solutions. On a des écrans, nous, qui intègrent, qui vont favoriser l'outil collaboratif Teams, par exemple. Donc, on va travailler sur cette combinaison des technologies, bien sûr, et puis ça va changer aussi notre manière de fonctionner toute la journée. Comme vous l'avez souligné, on n'a plus d'informel. Et c'est dans ce monde, dans ce nouveau monde hybride, justement, je pense que ça va être la conjonction des deux mondes. On va essayer de prendre le meilleur des deux, à la fois la partie virtuelle qui va nous permettre une certaine efficacité, et puis la partie réelle qui nous permet aussi tous ces moments informels, et puis cette connexion humaine dont on a tous. Et en tous termes besoin. pour revenir vraiment sur le métier d'un spécialiste de l'informatique comme Dell Technologies, en termes d'infrastructure, ça change aussi des choses ? Oui, alors l'infrastructure, et c'est surtout la cybersécurité, la sécurité d'une manière générale, puisque les collaborateurs sont chez eux, donc il faut être extrêmement vigilant, que ce soit de la collecte de la donnée jusqu'au stockage, l'archivage, jusqu'au cloud. C'est-à-dire qu'il faut faire de la cybersécurité au sein de l'entreprise, mais aussi chez le collaborateur. Absolument, c'est-à-dire que de bout en bout, il faut assurer des solutions de sécurité. Nous, par exemple, on a mis en place, et on a vu ces solutions accélérées cette année. On a bon nombre de solutions de sécurité pour la gestion de la donnée, mais sur la cyberattaque, on a lancé notre cyber recovery qui va permettre, à l'aide de coffres-forts et de l'intelligence artificielle, permettant à 99,7% un taux de sécurité au niveau de l'algorithme qu'on a mis en place pour sécuriser toute la partie attaque, qui est un vrai fléau pour les entreprises. Aujourd'hui, la donnée, c'est quand même le joyau de toute entreprise. Et je pense que les entreprises, avec l'accélération digitale, se sont rendues compte aussi, au travers de toutes les attaques qui sont quotidiennes, qu'on a pu voir dans le secteur médical, qu'on a pu voir dans bon nombre, les collectivités locales aussi ont été attaquées, tous les secteurs sont attaqués. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'accélération de la transformation digitale au sein des entreprises, on voit aussi de la part des entreprises un ressenti, une urgence aussi autour de la sécurité de leurs données avec lesquelles on travaille actuellement. J'imagine que ça fait partie des premières problématiques, parce que ce qui se disait en réunion pouvait rester en réunion. Là, ça se passe sur Teams. Ah oui. Il y a une problématique de cybersécurité instantanée. Clairement, c'est très souvent l'un des premiers sujets qu'on aborde
Quand Aster est déployé dans un groupe, dans une entreprise, nous, on a mis des choses face à ça. Je vais pas rentrer dans le détail, mais typiquement, tout est hébergé en France sur des serveurs dédiés. Donc, c'est des pratiques qui n'étaient pas les pratiques avant Covid. On était plus facilement vraiment dans le cloud, hébergé, on ne sait pas où. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de travailler avec des grands groupes, hein. C'est clairement cette organisation-là de la sécurisation de la donnée, du respect honnête du RGPD. Donc oui, c'est une préoccupation, je pense, dans tous les secteurs. Et même dans des boîtes plus petites, hein. Pas forcément le grand groupe international, hein. On va le retrouver dans Oui, les puisque ETI de la même maintenant, manière. tout le monde est frappé d'une responsabilité avec le RGPD. Au-delà de la cybersécurité, il y a aussi la confidentialité. On ne dit pas les mêmes choses à la machine à café et en visio. Ouais. Comment est-ce que vos outils permettent d'assurer une certaine confidentialité de ce qui est dit dans les réunions Alors, vis-à-vis des autres collaborateurs, je veux dire, hein. ouais, donc Pas forcément de l'extérieur, même en interne, dans l'entreprise. je pense que c'est là que rentre plutôt la part managériale de la transformation plus que la part de l'outil. Parce que bon, l'outil, oui, il y a des comptes, il y a des mots de passe, il y a des précautions qui sont prises, mais derrière, quelle culture de la circulation de l'information on veut donner? Est-ce qu'on est dans quelque chose de plutôt full transparent? Est-ce qu'on est plutôt assiloté? C'est des vraies questions, et c'est là en fait que rentre vraiment le rôle du manager. Parce que globalement, l'entreprise, elle a vraiment pris sa responsabilité. L'entreprise, dans sa Un globalité. manager peut se connecter à une réunion sans être vu, par exemple? Il y aura une notification, on le verra. Il peut fermer sa caméra, mais on verra qu'il est présent. Et puis il y a le petit bruit reconnaissable d'une nouvelle connexion. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on pourrait même pousser un petit peu plus loin en disant, alors oui, il y a plus de liberté dans le télétravail, on peut être un peu plus flexible, etc. Mais dans les faits, les outils permettent du tracking aussi. Typiquement, on a entendu pas mal de témoignages de personnes qui vont rester connectées typiquement sur Teams avec le petit bouton vert qui montre qu'on est disponible jusqu'à une certaine heure. C'est l'équivalent digital de je suis dans mon bureau, il y a le couloir qui m'emmène jusqu'à la sortie de mon bureau avec tous les autres bureaux des collègues, et je vais attendre qu'il soit 19h30, 20h pour passer et montrer que j'ai bien travaillé, que j'ai fait toute ma journée de travail. Là, je vais rester connecté avec Teams sur le petit bouton vert. Ces outils de tracking, en tout cas, l'usage de tracking, de surveillance qu'on a fait peut être dangereux. Globalement, on parle de diffuser l'autonomie, la responsabilisation dans les équipes pour plus de performance, pour attirer les talents, etc. C'est vrai qu'on a vu des pratiques managériales, parfois qui allaient un petit peu à l'encontre de ça depuis un an avec la crise sanitaire. Parce qu'il y a une sorte de perte de contrôle du manager. Il n'a plus son équipe en face, il ne sait pas exactement ce qu'elles font toujours. Alors, soit on va caler des réunions tout le temps pour s'assurer qu'on reste aligné, mais là, c'est difficile vraiment d'avancer sur les sujets. Soit, effectivement, il y a des pratiques comme ça de tracking sur les outils. Donc, globalement, il faut repousser. Et c'est vraiment le rôle du manager. C'est important. C'est pas juste les outils, là, c'est le manager. Et quand je parle de manager, je suis pas très fan du terme manager, parce que manager, c'est de l'anglais, c'est gestion. Donc, en gros, ça veut pas dire grand-chose. On parle de manager coach. Je suis pas non plus très fan, parce que le coach, c'est celui qui est un peu en externe, qui observe. Alors, c'est quoi le manager de demain? Révélez-nous ce que vous mettez dans votre livre de septembre. Pour moi, c'est un rôle de leader. Et le leader, c'est pas juste Steve Jobs ou Elon Musk qui font des keynotes et qui parlent de leurs innovations. On parlait d'Apple. Sinon, ça ferait pas beaucoup de managers dans l'entreprise. Ça n'en ferait pas beaucoup, exactement. Non, un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'incarner la vision de l'équipe, la mission, qui est capable de fédérer, même si on est à distance, qui est capable de conserver un alignement, un sens, parce qu'on parle d'efficacité constamment avec les outils, mais s'il y a une perte de sens dans notre travail, si on ne se sent plus aligné avec son équipe, voilà, il y a une direction, mais il y en a un qui va un petit peu plus à droite, il y en a une qui va un peu plus à gauche. Non, là, on a besoin de leader, quelqu'un qui va dire on et nous plutôt que tu et vous, et qui va vraiment donner du sens, de la cohésion à cette équipe-là. Donc moi, l'appel que j'ai envie de faire, c'est soyez des leaders. Oui, mais concrètement, c'est pas facile à travailler. Alors, on a aussi des modes de consommation de l'informatique qui changent. Comment vous voyez les choses évoluer? Comment vous voyez le futur du travail avec les nouveaux outils? Le futur du travail, en fait, le futur est déjà présent, puisque c'est ce qu'on fait déjà depuis plus d'un an. Et pour moi, c'est une combinaison entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui, basé sur les technologies. On a vu que les technologies nous avaient permis, étaient vraiment le vecteur de communication aujourd'hui, que ce soit avec les outils ou avec les technologies basées sur le hardware. C'est-à-dire que même quand on va aller au bureau, on continuera à utiliser ces outils collaboratifs.
Ah Ça va oui, être vraiment nos complètement. nouveaux compagnons au quotidien. Complètement, parce que je pense que même le bureau, l'espace de travail de demain va évoluer. On voit aujourd'hui naître de plus en plus dans le mode hybride des espaces de coworking Ouais. aussi. Je pense que le travail n'est pas On n'aura plus seulement... notre bureau, ça c'est Voilà, c'est fini. ça. Je pense que c'est terminé. Il y a bon nombre d'entreprises, et chez Dell aussi, chez Dell Technologies, on réfléchit aux nouveaux bureaux de demain avec plus d'espaces collaboratifs, des espaces individuels pour travailler dans le calme, des espaces pour se retrouver, pour favoriser l'informel. L'informel qui est aussi source d'innovation dans l'entreprise, donc qui est important. En fait, il faut arriver... on n'est pas dans un monde noir et blanc. Je pense que la vérité, elle est souvent dans le gris. Et pour le travail, pour le mode hybride, pour la manière dont on va engager, c'est exactement la même chose. Et tous les collaborateurs vont écrire aussi cette nouvelle histoire avec les employeurs. Oui, alors c'est ça, parce qu'on parle du manager qui est remis en question, mais c'est chaque collaborateur là, qui va peut-être avoir plus de difficultés à trouver sa nouvelle place au sein de ces nouveaux outils. Oui, on entend des termes de plus en plus, d'overdose digitale, Ah, puis de Zoom burn-out. on peut se demander si on existe, quelle place on a, est-ce qu'on n'est pas noyé dans une masse de connexions. Ouais. Finalement, il suffit plus de se présenter. On déshumanise un petit peu, C'est là finalement. où le leader a toute sa place. Ouais. Pardonne-moi de te couper, mais c'est vrai que c'est là où le leader a vraiment un rôle crucial à jouer, que ce soit à tous les niveaux de l'entreprise. Le leader de proximité avec son équipe, parce que si une personne, on revient sur le bien-être, si une personne ne se sent pas utile ou n'a pas de sens dans l'entreprise, non seulement il va mal travailler, il va se sentir mal, et au final, de toute façon, c'est un échec pour tout le monde. Mais Donc, ça le veut but dire du qu'il faut jeu- penser ces outils, je reviens parce qu'on est dans Smart Tech, hein, Oui. il faut penser ces outils aussi, non pas seulement comme des outils pour les managers ou les leaders de l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs. En fait, je dirais même, il ne faut pas penser les outils juste pour de l'efficacité, mais en fait pour l'ensemble de la vie de l'équipe. Ça intègre le bien-être. Je vais donner un exemple. Quand le confinement... On terminera sur cet exemple. Oui. D'accord. Quand le confinement a été déclaré du coup, il y a un an, grâce aux outils, on a mis en place des petits rituels qui permettaient compenser, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, d'amener ces moments informels. Alors, par exemple, on avait un team Énergaster tous les matins, ça durait 15 minutes, mais le but, il n'y a pas d'objectif à cette réunion. On se raconte ce qu'on veut. Les bêtises de la veille, ce qu'on va faire aujourd'hui, comment ça va, la famille, etc. Donc ça se faisait par équipe. On avait mis en place une machine à café virtuelle. En fait, c'était juste un canal de réunion qui était constamment ouvert, ou quand il y en avait un qui voulait juste parler d'autre chose avec un café, il allait sur le canal qui était ouvert et donc il rejoignait d'autres personnes. Ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y a une part de vie perso qui rentre dans le pro, remettre ses frontières et ses limites. Pas évident. Merci beaucoup pour ces premiers éclairages sur ce nouveau mode de travail hybride qui s'installe durablement dans nos sociétés. Merci à Florence Ropion, donc vice-présidente des ventes, membre du comité de direction de Dell Technologies France, et à Vincent Mendes, président d'Aster, donc la start-up française intégrée désormais dans les écrans de Teams. Juste après la pause, on a rendez-vous avec l'alerte cyber. Et vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal, notre spécialiste, fondateur de Zata, cyberchercheur, qui va nous parler de l'actualité du piratage. Bonjour Damien. Bonjour. Dans l'actu, donc c'est le démantèlement de la plateforme pirate française Le Monde Parallèle. Donc fin mai, pour rappeler les faits, les douaniers français ont démontré une fois de plus leur capacité à infiltrer des espaces pirates dans le web profond. Ils ont stoppé les activités d'un portail pirate donc, qui s'appelle Le Monde Parallèle. Racontez-nous cette étonnante histoire, Damien. Alors, ça montre d'abord une première chose, c'est que nos autorités travaillent fortement contre tous ces espaces pirates informatiques qui ont une fâcheuse tendance à clairement pulluler sur le web. Alors ça s'est passé le 17 mai 2021. Ce sont les agents de la DNRAID, la DRAID, en fait c'est la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Alors quand il fait, eh bien ils ont fait une petite visite que moi j'appelle la visite des amis du petit déjeuner. Alors mission, ça s'est passé à Paris et dans la région de Metz. Les
des fonctionnaires de la DRED ont arrêté les administrateurs de la plateforme francophone, comme vous l'expliquez, Le Monde Parallèle. Alors c'était quoi? C'était un site internet, un immense forum numérique qui proposait à la vente divers produits. Mais alors attention, ici on ne se retrouvait pas avec du pain ou des pommes. Non, ce n'était que des produits illicites, comme on peut le voir à l'écran. C'était des stupéfiants, des faux documents, des armes, des cartes bancaires piratées et bien sûr tout ce qui pouvait être volé sur les internets. Et comment la douane a-t-elle réussi ce véritable coup de force? Alors, on est clairement avec des Jason Bourne, des 007. Alors, j'exagère, bien sûr. On a affaire quand même à des gens beaucoup plus sérieux que nos héros de film. En tout cas, durant des mois, les douaniers ont infiltré ce réseau. Mission, ça a été clairement de remonter aux administrateurs, donc ceux qui tiraient les ficelles de ce site pirate, une trentaine d'agents des douanes, ce qui est quand même pas rien. Alors, ce qu'on appelle les opérationnels, des analystes ou encore des spécialistes de l'informatique. Ils ont été appuyés par d'autres autorités policières, de la police judiciaire, comme par exemple l'OCLCTIC, c'est l'Office central de lutte contre le crime informatique. Ça prouve en tout cas que nos policiers ne sont pas que des enquêteurs, mais on a aussi des passionnés, on a aussi donc des spécialistes en informatique qui ont permis de remonter la piste. Et cette piste, c'était quoi? Eh bien, ça a été plusieurs milliers d'euros en crypto-monnaie qui ont été saisis. Bien sûr, énormément de preuves d'activités illégales, comme des faux papiers. Et petit clin d'œil des autorités, le site pirate affiche dorénavant, encore au moment où je vous parle, un message très geek. Ça montre ce qu'ils sont capables de faire dans leurs infiltrations et de comprendre ce monde complètement fou. Aujourd'hui, c'est marqué Le Monde Pwned. Ça veut dire quoi? Eh bien, on va traduire ça par le site Le Monde Parallèle a été battu. Et derrière, on trouve quel type de business malveillant? Alors, comme on va le voir à l'écran, c'est quand même assez terrible. Sous cet aspect, justement, de belle réussite policière, douanière, ça montre aussi tout ce business pirate qui fait quoi? Et, par exemple, qui fait du faux papier. Là, ce que vous voyez à l'écran, par exemple, c'est un site internet qui vend que des documents dédiés à l'automobile. En gros, moi, vous, Delphine, peut-être on a été piratés et ces pirates informatiques se sont intéressés uniquement à nos données correspondant à la voiture, correspondant à sa plaque d'immatriculation, au contrôle technique. Là, ce que vous voyez maintenant à l'écran, eh bien, c'est un espace qui permet de fabriquer des faux papiers. En gros, vous avez de vraies données que vous avez pu voler, vous le pirate. Eh bien, grâce à ce type de site, vous êtes capable de fabriquer, comme vous le voyez ici à l'écran, eh bien, un faux permis de conduire. Donc, c'est véritablement un gros problème parce que l'une de ces boutiques, par exemple, pour quelques euros, eh bien, vous allez avoir l'ensemble des documents des automobilistes, des données volées, soit chez un garagiste, par exemple. Souvenez-vous, nous en parlions il y a quelques semaines de ces garagistes qui étaient infiltrés par des pirates, ou malheureusement l'infiltration d'ordinateurs, le mien, le vôtre, parce que les pirates informatiques n'ont que ça à faire. Oui, je dois préciser quand même que les images que l'on voit défiler à l'écran sont de vous, c'est le résultat de vos enquêtes personnelles, Damien Bancal. Merci beaucoup pour ces éclairages sur l'actualité du piratage, de nous tenir au courant dans Smart Tech très régulièrement. Merci Damien. À suivre, c'est l'opération Smart Tech contre Covid. On va parler d'une nouvelle façon de penser les gestes barrières grâce aux technos. Smart Tech contre Covid, c'est cette opération que j'ai voulu lancer en début d'année pour accélérer cette sortie de crise grâce aux technologies. Alors, on va en découvrir encore aujourd'hui avec Cécilia. Bonjour Cécilia, bonjour, qui est venue accompagnée de Pierre Pinault, créateur de Distanceo et Protecteo. Deux innovations donc, pour repenser les gestes barrières. Oui, ces deux entrepreneurs dont on est en plateau avec nous sont réunis sous l'égide de Boomerang, un groupe porté par deux business angels, et ensemble ils ont lancé la société Imago. Et donc le constat c'est celui-là, tous ces nouveaux objets du quotidien, le gel hydroalcoolique en premier lieu, et puis les nouveaux usages comme les gestes barrières, ils ont besoin d'être repensés parce qu'ils sont un petit peu austères dans notre quotidien aujourd'hui. Partant de là, ces deux associés ont décidé de créer deux technologies pour nous accompagner aujourd'hui. La première, c'est un badge. C'est celui-là. En fait, un badge pour encourager la distanciation sociale. À l'intérieur, il y a un capteur de mouvement et puis il va envoyer un signal pour allumer une diode rouge quand on va être trop près de la personne en face de nous. Donc, en fait, le signal n'est pas destiné au porteur, il est destiné à la personne qui va s'approcher pour qu'elle respecte les gestes barrières comme ça. À partir de 1,50 m à peu près du porteur, le badge va se déclencher. La diode rouge va signaler ça. Le signal est silencieux.
seulement visuel. Ce qui va être intéressant pour les personnes qui sont en magasin dans la vente, par exemple, plus la peine de signifier de façon désagréable que la personne est trop près, le badge le fera pour nous. Alors, le capteur, il est en PVC recyclé et recyclable, c'est intéressant de le rappeler. Alors, parmi les gestes barrières, il y a aussi la désinfection. Là, on pense à ces petits distributeurs de gel hydroalcoolique pas très agréables à utiliser. Quand on rentre dans un magasin, par exemple, on en a plein les mains. Donc là, l'idée, c'était de faire un produit sans contact, déjà, et beaucoup plus agréable à utiliser. Un diffuseur de solutions hydroalcooliques pour, un, ne plus avoir à toucher le dispositif et deux, ne plus avoir à garder cette sensation visqueuse. Justement, c'était le défi, créer un diffuseur qui puisse diffuser une matière qui ne soit pas visqueuse, et donc il y a eu un vrai enjeu technologique derrière cette construction. Il est breveté, c'est la première technologie en France du genre, c'est important de le préciser, et à l'intérieur, la solution, le gel est fabriqué en France et surtout 100% végétal. Alors Pierre Pinault, créateur de ces technologies, co-créateur de ces deux technologies, vous êtes avec nous et vous avez pris avec vous ces produits-là. Moi j'ai montré le badge, vous pouvez peut-être nous montrer comment marche le désinfectant pour les mains? Alors c'est très simple, l'idée c'est que justement il n'y a pas de contact, donc vous avez simplement à amener votre main au-dessus du produit et vous vous désinfectez les mains automatiquement. Alors après la pulvérisation du gel, évidemment, il faut qu'il y ait une notion de frottement, puisque c'est le frottement qui désinfecte les mains, ça n'est pas le gel en tant que tel. Donc il faut bien se frotter les mains après. Mais voilà, c'est simplement par... Donc, il y a un capteur qui permet de détecter la présence de la main et qui envoie, donc diffuse comme notre du gel désinfectant. Et ce n'est pas vraiment du gel alors? C'est une solution hydroalcoolique, d'accord? Donc le premier intérêt, c'est qu'effectivement, on n'a pas de contact, ça c'est l'intérêt majeur, hein. C'est l'inconvénient, on le constate aujourd'hui tous les jours dans les utilisations en grand magasin, que les chiffres baissent, parce que les gens ont du mal à toucher le produit. Donc il y avait une vraie solution alternative à trouver. Je pense qu'avec ce système-là, nous l'avons. En tout cas, les gens répondent présents sur ce produit. Donc la cible, c'est le B2B? Oui, alors on travaille sur les deux créneaux. Il y a le B2B pour tout ce qui est effectivement grand magasin ou restauration, administration, tous les gens recevant le grand public, et aussi un créneau en particulier avec tout ce qui est magasin de décoration, pharmacie, qui nous demande aujourd'hui des partenariats pour diffuser notre produit. En France et à l'étranger aussi? Alors en France et à l'étranger, surtout sur l'Europe pour l'instant. Nous sommes distribués aujourd'hui au Portugal et en Italie. Nous démarrons la semaine prochaine l'Allemagne et l'Espagne. Donc là, on est en pleine campagne de vaccination. Est-ce qu'on n'arrive pas un peu tard avec deux produits qui travaillent autour des gestes barrières? Alors je vous dirais qu'on arrive surtout au bon moment. En tout cas, parce qu'on relâche un peu notre attention. C'est ça, et qu'on s'aperçoit que ces gestes barrières vont quand même être là pendant un certain temps, qu'ils nous permettent, au-delà du Covid, de nous protéger d'un certain nombre de maladies. Moi, je le vois tous les jours au niveau européen, on n'a jamais eu aussi peu de gastro, de grippe, parce que ces gestes barrières nous protègent beaucoup. Et je pense que ce serait un non-sens que de se dire que parce qu'on est vacciné, on arrêterait du jour au lendemain de se protéger. On le voit, je le vois tous les jours dans les pays que je visite en Europe et qui ont déconfiné un petit peu plus tôt. Donc on a un recul un peu plus important qu'en France, puisqu'on a démarré qu'il y a une semaine, je crois, ici. Voilà, les gens oublient tout ça, et on a des villes, pour pas dire des pays, qui ont des taux de contamination qui repartent un petit peu à la hausse. Pas comme avant, parce qu'évidemment, la majorité des gens sont vaccinés, mais qui repartent quand même à la hausse. Donc l'idée de venir appuyer le vaccin avec ces gestes, et notamment la désinfection des mains, qui est fondamentale, parce que si on pas uniquement contre le Covid-19, effectivement. Et exactement. Alors, dans ces technologies-là, il y a des capteurs chinois. Oui. Ça aussi, c'est pas 100% français. La solution hydroalcoolique est française. Voilà. Et 100% végétal. Donc, quelle est la démarche en fait? On essaye d'être les plus vertueux possible. On a une ADN au sein du groupe Boomerang qui tend à ça depuis des années, puisqu'on a été les premiers à lancer la marque Citizen Green en France, et à être éco-responsable. Mais encore une fois, vous le savez bien, cet engagement est d'être le plus vertueux possible. Et de temps en temps, on ne peut pas l'être à 100%. Donc on essaye de faire au mieux, donc avec la solution, mais effectivement avec un assemblage asiatique. Alors vous avez parlé de ce groupe-là, un dernier mot sur le financement. Est-ce que vous avez été accompagné par l'État puisque vous proposez des solutions autour de la crise sanitaire? Alors non, la réponse est non. On a Cécile et Rodolphe Jacquet qui nous accompagnent là-dessus depuis 2 ans, et qui sont des business angels, comme vous l'avez dit, très bienveillants. Malheureusement,
notre gymnastique et la flexibilité qu'il faut et la réactivité nécessaire pour le lancement de ce type de produit fait que on s'aperçoit, en tout cas nous, pour notre part, que c'est un petit peu difficile d'attendre les aides et de suivre le marché, de tenir le marché dans le même temps. Donc, on espère les trouver au moment des canaux de distribution et qu'ils viennent nous aider pour que toutes les administrations soient équipées, par exemple, de notre Smart Reflex ou de notre Distanceo. Mais voilà, pour ce qui est des aides en tant que telles, il y a un petit décalage, dirons-nous, entre les besoins de cash dont on peut avoir besoin. Et voilà, donc on est plus sur de l'autofinancement, ce qui fait qu'on est toujours très, très heureux que vous nous accueilliez pour qu'on puisse faire la promotion de nos produits, parce qu'on est un petit peu dans ce système-là. Voilà, on vend, on innove, on vend, on innove. Un autre projet à venir à la suite? Oui, on en a plein. On a pour ambition de lancer une vraie marque de produits sanitaires. Donc évidemment qu'on est sur plein de projets et notamment, on peut déjà l'annoncer, la première solution hydroalcoolique qui permettra de désinfecter vos masques chirurgicaux, c'est-à-dire de rallonger de 4 ou 5 fois le temps de durée de vie d'un... Merci beaucoup Pierre Pinault. N'en dites pas plus, gardez-en un petit peu pour plus tard. Pierre Pinault, je rappelle, vous êtes créateur donc, de Distanceo et Protecteo. Merci Cécilia Sévry et merci à tous de nous avoir suivis pour cette première journée de la semaine et de réflexion autour de l'innovation. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.